Bienvenue à notre exploration du jour. On plonge dans un classique, un vrai classique, The Thing de John Carpenter de 1982. Un film assez mal reçu au départ, faut le dire. Ah oui, complètement. Surtout qu'il sortait en même temps que le T de Spielberg, qui était beaucoup plus optimiste. The Thing, c'était sombre, nihiliste. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un film culte, une référence absolue dans l'horreur et la SF. On va essayer de comprendre pourquoi, en s'appuyant sur une analyse assez fine du film. C'est ça. L'analyse se penche vraiment sur les thèmes, sur l'impact durable du film. Pourquoi il nous marque encore autant? Notre objectif, donc, c'est de décortiquer comment Carpenter a créé cette atmosphère unique, cet engrenage de paranoïa et de méfiance. Pour rappel, l'histoire se passe dans une station de recherche américaine. En plein Antarctique, isolé de tout. Et ils découvrent un organisme extraterrestre, plutôt doué pour l'imitation. Doué, c'est faible, hein. Il peut prendre l'apparence de n'importe qui, de n'importe quoi. Et c'est là que le film devient terrifiant. L'analyse le dit bien. Le danger, c'est pas tant la force brute de la créature. Non, pas du tout. C'est le doute, le poison qu'elle instille dans le groupe. La question qui revient sans cesse. Qui est encore humain? Qui est la chose? C'est ça qui va les ronger. Et le premier élément qui saute aux yeux, et l'analyse insiste vraiment là-dessus, c'est l'isolement, ce décor de l'Antarctique. Absolument. C'est plus qu'un décor, en fait. C'est une prison blanche, hostile, infinie. Pas d'échappatoire possible, pas d'aide extérieure. C'est un huis clos forcé. L'analyse le voit presque comme un personnage silencieux, non? Qui prépare le terrain pour la suite? Exactement. C'est le catalyseur parfait pour la paranoïa. Et Carpenter filme ça de manière magistrale. Les couloirs étroits de la station, les pièces sombres, ce contraste permanent avec le blanc aveuglant dehors, on se sent piégé, nous aussi. Bon, une fois ce piège de glace et de solitude à refermer, l'analyse aborde le cœur du réacteur atteint, la paranoïa. Oui, la force de la chose, c'est ce mimétisme parfait. La peur naît de l'incertitude totale. N'importe qui, absolument n'importe qui, peut être l'ennemi. Et comment Carpenter montre ça à l'écran? L'analyse parle beaucoup des regards. Oui, les regards suspicieux, les silences qui deviennent lourds, pesants. Chaque parole, chaque geste est scruté, interprété. C'est une guerre psychologique, bien plus qu'une confrontation physique au début. Et ça veut une résonance particulière à l'époque, avec la guerre froide, cette peur de l'infiltration. Bien sûr, mais l'analyse montre bien que ça va au-delà. Ce n'est pas juste une allégorie. Il y a une terreur plus profonde, plus existentielle. C'est-à-dire? La peur de perdre son identité. Pas juste mourir, mais être effacé, remplacé. Devenir une copie sans que personne n'en s'en rende compte. Qu'est-ce qui fait notre humanité, au fond? Le film pose cette question de manière brutale. Et cette paranoïa généralisée, elle mène directement au troisième point fort de l'analyse, l'effondrement du groupe. Fatalement. La créature n'a qu'à semer le doute. Ensuite, les hommes se chargent du reste. Accusation, division, isolement, l'équipe s'autodétruit. La communauté scientifique, qui devrait être un modèle de coopération, devient un champ de bataille. C'est ça qui est terrible. Oui, la méfiance dissout tous les liens. L'analyse y voit une sorte de parabole sur la fragilité de nos sociétés. Sans confiance, tout s'écroule. C'est un pessimisme assez radical. Et toute l'esthétique du film vient appuyer ça, évidemment. La musique, par exemple. La musique d'Ennio Morricone. Minimaliste, répétitive, presque un poule angoissant qui ne s'arrête jamais. Ça annonce la catastrophe imminente. Et le son en général, le vent glacial, les bruits métalliques de la base, les silences tendus. Et puis, il y a les effets spéciaux de Rob Bottin, révolutionnaires à l'époque, très crus, très organiques. Oui. Et l'analyse note qu'ils sont utilisés judicieusement, pas en continu, mais pour marquer les moments de révélation, de confrontation. Ils ancrent la terreur psychologique dans quelque chose de très physique, de très viscéral. Le gore n'est pas gratuit, il souligne le danger bien réel derrière la paranoïa. Et on arrive à la fin. Cette fin mémorable. Ah oui, Macready et Child. Les deux seuls survivants, survivants apparents, au milieu des décombres fumants de la base, épuisés. Mais la méfiance est toujours là, palpable entre eux. Et pour nous aussi, spectateurs, on ne sait pas. L'un d'eux est-il la chose, ou les deux, ou aucun? Voilà, c'est ça. La force terrible de cette fin. Aucune résolution, aucune certitude. La paranoïa l'emporte jusqu'au bout. C'est pour ça que le film est bien plus qu'un simple film de monstres, comme le souligne l'analyse. C'est une réflexion assez profonde. Tout à fait. Une réflexion sur la fragilité des liens humains quand on est poussé dans nos retranchements, sur notre difficulté à faire confiance face à l'inconnu, face à l'autre.
Finalement, les vrais antagonistes, ce sont peut-être l'isolement et la suspicion elle-même. Et son héritage est immense. On voit son influence partout, dans le cinéma d'horreur, dans des séries comme X-Files ou Stranger Things. Cette peur de l'autre, de la perte d'identité. Absolument. Et l'analyse nous laisse un peu sur cette pensée, au-delà du monstre extraterrestre, The Thing nous montre à quel point nous sommes capables de nous détruire nous-mêmes, dès que la suspicion remplace la solidarité. Ce qui nous amène à une dernière question, peut-être. Quelle est la solidité réelle de nos propres communautés, de nos liens sociaux, si cette confiance fondamentale venait à disparaître? De quoi réfléchir, effectivement.